Bonjour, bonjour et bienvenue dans Ici pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de livres de développement personnel sur la guérison des blessures émotionnelles, traumatismes et des addictions. Aujourd'hui, nous allons plonger avec Ira Gomis dans un sujet fondamental, les 5 blessures de l'enfance de Lise Bourbeau. Un concept qui nous aide à comprendre comment nos premières expériences de vie façonnent notre vie d'adulte. Ces blessures, comme elle écrit, sont des empreintes invisibles laissées par des événements vécus quand nous étions enfants. Elles influencent nos comportements, nos relations et notre manière d'interagir avec le monde. Et bien sûr, au-delà des explications théoriques, nous allons comprendre psychologiquement comment elles se rejouent dans notre quotidien et comment les guérir et plutôt les apprivoiser. Elles sont liées à des événements émotionnels marquants qui influencent la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde tout au long de notre vie. Généralement, elles se manifestent entre 0 à 12 ans. Ces blessures sont, et je vous propose de les démystifier ensemble. La blessure du rejet, celle de l'abandon, de la trahison, d'humiliation et d'injustice. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Je suis ravie d'explorer ces blessures de l'enfance qui ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités qui façonnent nos vies d'adultes. Si vous vous sentez souvent envahi par des émotions inexplicables ou des comportements récurrents, ce podcast va vous offrir des clés pour identifier et guérir ces blessures. Comment se manifestent ces blessures, Daniela ? Ces blessures se manifestent à des niveaux physiques, émotionnels et psychologiques et peuvent créer des schémas répétitifs dans notre vie d'adulte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être guéries, apprivoisées. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, le pourquoi du comment. Chaque réaction excessive, chaque angoisse sans raison s'apparente que nous ressentons en tant qu'adultes cache souvent une blessure émotionnelle non guérie de notre passé. Nous allons essayer de décomposer ensemble ces blessures et de voir comment elles se manifestent dans notre tête, dans notre cœur et dans notre corps, afin que vous puissiez les comprendre et surtout les transformer. Ces blessures invisibles à l'œil nu et bien présentes, même très présentes dans notre inconscient, se forment dans les premières années de notre vie. Elles sont des empreintes émotionnelles profondes, liées à des événements vécus pendant notre enfance et elles façonnent notre manière de réagir, d'interagir, de percevoir notre monde à notre âge adulte. Commençons par la blessure du rejet. Peux-tu nous expliquer ce que c'est exactement ? La blessure de rejet est la plus profonde et la plus ancienne des 5 blessures. Elle se forme généralement dès les premiers mois de vie, parfois même avant que l'enfant ait conscience de lui-même. Elle survient lorsque l'enfant ressent qu'il n'est pas désiré ou qu'il n'a pas sa place. Cela peut se produire à cause d'un manque d'affection, d'une absence émotionnelle, d'un parent ou d'un rejet direct, même si cela est inconscient pour les parents. Et comment cette blessure se manifeste-t-elle chez l'adulte ? Cette blessure peut se manifester par une peur intense du rejet. Une personne qui porte cette blessure pourrait éviter de s'exprimer, de prendre des initiatives ou d'être vulnérable. Donc elle va éviter de se confondre pour ne pas se compromettre, de peur de se retrouver rejetée complètement. Et cela peut aussi se manifester dans une recherche constante de validation des autres, par une tendance à s'isoler pour éviter de prendre des risques émotionnels. Par exemple, une personne pourrait avoir des difficultés à prendre la parole en public ou à s'engager dans une relation profonde par crainte d'être ignorée ou même rejetée tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de cette blessure chez un adulte ? On pourrait prendre l'exemple Chiara d'un collaborateur lors d'une réunion. Il hésite à donner son avis ou à partager ses idées, car il se sent invisible et craint que ses opinions soient ignorées. Même s'il a des idées innovatrices, créatives, pertinentes, il va préférer se taire, se sentant comme « et si je n'avais pas vraiment ma place ici ?» Il se demande trop souvent « pourquoi est-ce que je dérangerais ?» Pourquoi cette blessure revient-elle souvent à l'âge adulte ?
Elle revient à chaque fois que la personne se sent exclue ou ignorée. Et elle va elle-même emmener les personnes à agir comme ça, de manière subtile. Une remarque, un comportement qui rappelle une situation d'abandon, de rejet dans le passé peut réactiver cette peur. L'inconscient ne fait pas le travail de guérison et donc chaque situation qui va toucher la peur du rejet fait ressurgir la douleur du passé. Et peut-elle se surjouer? Oui, cette blessure se rejoue, surtout par un comportement de retrait excessif. L'adulte qui va porter cette blessure peut éviter à tout prix des situations où il doit se montrer ou prendre la parole. Cela peut aussi se manifester par un besoin constant de validation, où la personne va chercher à prouver qu'elle mérite d'être vue, d'être entendue. Et cela devient un cycle sans fin. Parfois, elle peut aussi s'effacer complètement pour éviter d'être dérangée et ne pas être rejetée. Passons maintenant à la blessure d'abandon. Comment se forme-t-elle? Comment elle se manifeste? La blessure d'abandon se forme généralement entre 3 et 6 ans, lorsque l'enfant commence à développer ses liens affectifs profonds avec ses parents ou ses proches. Cette blessure survient lorsqu'un enfant perçoit une absence émotionnelle de la part d'un parent ou lorsqu'il vit une séparation, comme un divorce, un abandon physique. Et comment cela se manifeste-t-il à l'âge adulte? Chez l'adulte, elle va se manifester par une peur de la solitude, une dépendance affective excessive. Par exemple, une personne ayant cette blessure pourrait ressentir un vide émotionnel à l'intérieur de son cœur, chaque fois qu'elle est seule, et quand elle perçoit une distance émotionnelle de la part de son partenaire ou de la famille. Cela peut l'emmener aussi à rechercher constamment l'affection ou à se dépendre émotionnellement des autres, même dans des relations dysfonctionnelles. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de cette blessure? Oui, on pourrait prendre une personne qui est dans une relation amoureuse, a une peur constante de se sentir seule, de se sentir abandonnée. Dès que son partenaire va mettre un petit peu de temps à répondre, à rentrer à un message ou va sembler distant, la personne va ressentir une angoisse irrationnelle et elle va chercher à se rassurer constamment par son partenaire. Elle va lui demander des preuves d'amour, elle peut l'appeler 40 fois. Elle peut même le harceler, elle peut avoir une forme de jalousie parce qu'elle va avoir peur de ce vide à l'intérieur d'elle. Et pourquoi cette blessure revient-elle comme ça ainsi? Elle revient chaque fois que la personne se sent délaissée ou mise à l'écart. Et souvent, c'est elle-même qui va aller chercher ça. Même si ce n'est pas fondé. Ça peut être juste un geste de distance émotionnelle ou physique. Ça va réactiver cette peur inconsciente. Et puis l'inconscient garde cette peur profonde comme ancrée. Et dès que la personne perçoit cette menace, réelle encore une fois ou imaginaire, la blessure réapparaît. Et cette blessure peut-elle se surjouer? Oui, avec des comportements de dépendants ou des comportements de jalousie, de possessivité. L'adulte peut devenir vraiment jaloux avec des signes, à la recherche de signes de confirmation d'amour tout le temps, avoir du mal à se détacher émotionnellement de la personne, comme si que sans l'autre, il n'était rien. Parfois, il ou elle va même accepter des relations déséquilibrées juste pour ne pas être seul, tellement que c'est inacceptable. Parlons maintenant de la blessure de la trahison. Comment elle se forme? La blessure de la trahison se forme entre 6 à 9 ans, lorsque l'enfant commence à comprendre les concepts de confiance, de loyauté et d'engagement. Elle survient lorsqu'un enfant fait face à un mensonge, à une trahison ou à une promesse non tenue. Par exemple, lorsqu'un parent promet quelque chose mais ne le tient pas du tout. Et comment cette blessure se manifeste-t-elle chez l'adulte? L'adulte porte cette blessure, il va devenir excessivement méfiant, voire paranoïaque dans ses relations. Il peut avoir une difficulté à faire confiance aux autres, même aux personnes les plus loyales. Cela va se manifester par des comportements de contrôle excessif, de vérification, de suspicion constante, même sans preuve. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? On pourrait prendre l'exemple dans une relation amoureuse où une personne ayant cette blessure pourrait vérifier les messages, les actions de son partenaire par peur qu'il lui cache quelque chose, fouiller dans les affaires, même si son partenaire
est honnête, il va ressentir ce besoin de vérifier, de contrôler, d'aller poser des questions. S'il lui a dit, voilà, j'ai été manger au travail, si jamais une fois il va le rejoindre au travail, il va essayer de poser des questions sur ce sujet-là pour avoir une autre confirmation, qu'il a bien mangé seul, qu'il a bien fait ceci, qu'il a bien fait cela. Et là, ça devient un petit peu embêtant. Et comment cette blessure se réactive? Elle se réactive chaque fois que l'adulte fait face à une situation un petit peu comme les autres où il va percevoir qu'il pourrait être trompé. Et du coup, quelqu'un pourrait rompre une promesse. Du coup, l'inconscient va réactiver cette peur de la trahison dès qu'il y aura un doute, même minime, même faux. Parce que des fois, c'est pas qu'il y a un doute, c'est que des fois la réponse n'est pas dans la conformité de ce qu'il attend. Au lieu d'aller poser une autre question pour confirmer, il va aller faire ce doute-là, et il va aller s'imaginer qu'il y aura plein de scénarios dans sa tête. Et là, ça devient compliqué. Et cette blessure peut-elle se surjouer? Oui, elle va se rejouer avec une méfiance excessive dans ses comportements de contrôle et une vigilance permanente face à ce qui pourrait être perçu comme une trahison. Et ça va entraîner juste dans sa tête des conflits avec cette souffrance continue. Et chaque relation, que ce soit amitié, dans l'amour, professionnel, à chaque fois, il va se poser des questions, il va se mettre en doute. Et là, ça devient une vraie paranoïa et c'est vraiment très très compliqué. Passons à la 4e blessure, la blessure de l'humiliation. Comment se forme-t-elle? La blessure de l'humiliation va se former généralement entre 6 à 12 ans, un âge où l'enfant commence à être plus sensible aux interactions sociales et où il développe une conscience de son image et de son corps. Elle survient souvent lorsque l'enfant est moqué, ridiculisé ou rabaissé devant les autres, que ce soit par un parent, un professeur, des camarades ou même une autre figure d'autorité. Par exemple, si un enfant est constamment humilié ou réprimandé par d'autres, il peut commencer à ressentir une honte profonde et à se croire non légitime. Cette expérience de honte peut se traduire par l'idée que l'enfant n'a pas de valeur ou qu'il ne mérite pas d'être vu et encore moins d'être aimé. Dès lors, il va apprendre que pour éviter la douleur, il doit se cacher, se taire ou juste se rendre invisible. Et chez l'adulte, comment cette blessure se manifeste-t-elle? Elle peut se manifester par un manque d'estime de soi et souvent, c'est le plus grand cas. L'adulte va porter le sentiment de honte, de culpabilité qu'il ne comprend pas forcément mais qui est profondément enraciné. Comme si qu'il a honte de vivre, d'être là. Et ça peut être excessivement compliqué parce qu'il va être dans l'autocritique, il va se reprocher des choses qu'il n'a pas faites ou ne pas se sentir à la hauteur, même si jamais il réussit. Mettre ça sous le coup de la chance. Il va éviter de se mettre en avant, il va craindre que les autres le jugent, le critiquent, le pointent du doigt par peur de revivre l'humiliation de l'enfance. Et quel comportement cette blessure crée-t-elle chez l'adulte? Les comportements, ça va être ressenti avec de l'isolement social, l'évitation des situations où on pourrait être observé, vu, jugé, avec ce fort besoin de perfection. Même si on fait les choses bien, ça ne sera jamais assez. Par exemple, une personne ayant cette blessure pourrait refuser de s'exprimer dans un groupe par peur d'être critiquée pour ce qu'elle va dire. Elle pourrait aussi être très compétitive et chercher à être dans l'excellence dans tout ce qu'elle fait pour éviter de montrer sa forme ou une forme de vulnérabilité. Et comment cette blessure peut-elle se surjouer dans les relations sociales? Elle va se rejouer souvent par un comportement d'évitement ou un manque de ou le masque plutôt, pardon, pas le manque. C'est plutôt le masque du perfectionniste. À l'adulte, à l'âge adulte, elle peut fuir l'attention pour ne pas se faire remarquer. Ou au contraire, elle va vouloir exhiber une fausse image de soi en cherchant à paraître parfaite, sans faille, à montrer un masque d'elle. Elle peut avoir peur aussi de se montrer au vrai jour. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est que ça se traduit par une détresse intérieure puissante et constante. Même si extérieurement, elle va montrer dans son masque que tout va bien,
Passons à la dernière blessure, la blessure d'injustice. Comment cette blessure se forme-t-elle? Elle se forme généralement entre 7 à 12 ans, à l'âge où l'enfant commence à développer un sens aigu de la justice et de l'égalité. Elle survient souvent quand l'enfant ressent qu'il a été traité de manière inégale, que ses efforts ont été ignorés ou qu'il a été soumis à des règles trop rigides. Cela peut aussi être lié à un manque de reconnaissance, où l'enfant se sent devancé, exclu, même s'il a fait de son mieux, créant alors en lui, Chiara, comme un sentiment de frustration et de colère intérieure. L'enfant va apprendre que tout doit être juste. Et lorsqu'il perçoit une forme d'injustice, il va ressentir une douleur profonde et une résistance d'inégalité, même si cette injustice ne le concerne pas. Et chez l'adulte, comment cette blessure se manifeste-t-elle? Chez l'adulte, cette blessure se manifeste souvent par une rigidité émotionnelle et un fort besoin d'autocontrôle, de tout contrôler. L'adulte devient perfectionniste, cherchant à tout organiser, à contrôler pour que tout soit juste, équitable. Il va être tout le temps dans le win-win. Je mets c'est un commercial, il faut que tout soit juste. Par exemple, il peut être frustré par des situations où il se sent traité de manière inégale, ou bien au travail, ou bien même dans ses relations personnelles. Il peut avoir une colère refoulée face à des injustices perçues, qu'elles soient petites, qu'elles soient même minimes. Et cette frustration va se manifester souvent par de l'irritabilité et un déséquilibre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de cette blessure chez un adulte? Lorsqu'une personne est traitée d'une manière inégale, comme ne pas recevoir la reconnaissance alors qu'elle a fait tout le travail et qu'elle pense la mériter, ou qu'elle va être mise de côté dans une promotion ou une décision importante alors qu'elle a tout fait pour ça, elle va ressentir ce sentiment profond d'injustice. Et ça va se traduire avec de la colère bien qu'invisible, ça va nourrir en elle une insatisfaction constante et ça va nourrir en elle ce « je ne suis jamais assez ». Pourquoi cette blessure se réactive? Chiara, elle se réactive un petit peu comme toutes, souvent à l'âge adulte, quand on va percevoir qu'il y a une forme d'inégalité, que les règles perçues comme rigides, ne le sont pas, ou qu'il y a eu un manque de reconnaissance. Et chaque fois qu'on va vivre ce semblant, parce que des fois c'est juste une perception ou cette vraie inégalité, qu'on va voir ça comme injuste, cela va raviver en nous cette blessure. L'inconscient réactive la mémoire de l'injustice vécue dans l'enfance et va amplifier la frustration et le besoin d'aller corriger, le besoin d'aller remettre de l'équilibre. Et est-ce que cette blessure peut-elle se surjouer? Oui, comme toutes les autres, par une lutte constante pour que tout soit parfait, tout soit équitable. Et puis souvent l'adulte peut devenir rigide, chercher à tout contrôler, à exiger des comptes quand il perçoit une forme d'injustice, même minime, avoir des faits, des preuves. Il peut aussi se sentir épuisé émotionnellement par cette recherche de perfection et devenir déséquilibré dans ses relations personnelles et professionnelles surtout. Daniela, après avoir exploré ces 5 blessures, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu accompagnes ces blessures dans ton travail avec l'hypnose, le coaching ou encore la PNL? Dans mes séances, l'un des principaux objectifs est de travailler avec l'enfant intérieur. Il s'agit de revenir à l'origine de chacune des blessures, selon ce que la personne a. Alors il faut savoir que dans les 5 blessures, on en a une particulièrement et puis on en a une autre secondaire, voire une troisième. Mais souvent, on en a une qui ressort, qui jaillit. Et dans celle-ci, on va aller revisiter ces événements et on va permettre à la personne d'apprivoiser les expériences de manière plus sécurisée. Grâce à l'hypnose régressive, grâce à plein d'autres outils, on va aller explorer l'enfance, réécrire les souvenirs, apporter des ressources, de l'amour, de la sécurité, de la compréhension, permettre de réintégrer les événements douloureux, de les voir sous un autre angle,
plus apaisé. En PNL, programmation neurolinguistique, en coaching, on va aller travailler sur l'identification des croyances limitantes qui sont issues des blessures. Par exemple, si quelqu'un porte la blessure de l'humiliation, nous allons identifier les croyances comme « je ne suis pas digne d'être aimé » et les transformer avec des pensées positives et libératrices telles que « je mérite d'être vu, d'être apprécié pour qui je suis moi ». Le processus de guérison de chaque blessure passe toujours par la forme d'acceptation, par ce travail de reconnaissance de ces imperfections. On va aller les travailler, ainsi que les vulnérabilités. Et on ne va pas en faire des erreurs, mais plutôt des forces. Merci pour ces explications, Daniela. Et pour ceux qui souhaitent commencer à guérir ces blessures, quel serait ton conseil ? Le premier pas est toujours de prendre conscience, et ça je le dis souvent, de prendre conscience de l'impact que chacune, ou que la blessure qui a résonné le plus en vous, a d'impact sur votre vie. Ensuite, je recommande de travailler sur cette acceptation de soi, de son histoire, de son enfant intérieur. Voici un mantra pour vous, un mantra de guérison que vous pouvez utiliser, écouter aussi souvent que vous en avez besoin. Je me libère des blessures du passé. Je choisis de guérir, de m'accepter pleinement. Mon passé ne détermine pas mon futur. Je suis libre de choisir mon avenir. Je me réconcilie avec mon enfant intérieur et je lui apporte amour et sécurité. Vous pouvez répéter ce mantra chaque jour et l'intégrer comme une ressource d'amour et de sécurité à l'intérieur de vous. Merci beaucoup Daniela pour cette magnifique exploration de ces blessures émotionnelles. C'est un sujet puissant et transformateur. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre vos blessures et à entamer un chemin vers la guérison. Pour en savoir plus sur les séances et les accompagnements de Daniela Knafo ou participer à ces ateliers, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr et sur Zenamou pour avoir toutes les dates et ateliers. Merci beaucoup Chiara. Et dis-moi, la semaine prochaine, quel sujet aimerais-tu aborder ? Alors je te propose qu'on parle du sabotage conscient. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Chiara. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce podcast. Et si pas maintenant, quand ? Le podcast qui vous veut du bien. Très belle semaine à vous. Merci. Et si pas maintenant